L'œuf. Il a tout pour lui. Il est délicieux cuit sur le plat, dur, brouillé, dans les gâteaux, les pâtes ou la mayonnaise. Et pourtant, il n'a pas toujours eu bonne presse. Le Time Magazine lui-même l'avait mis au banc. En 1984, il affirme qu'une trop grande consommation d'œufs peut être mortelle, mais se ravise 15 ans plus tard. Comment un aliment peut-il être tour à tour bon et mauvais ? Ça m'agace beaucoup, je dois dire. Les certitudes d'aujourd'hui sont les erreurs de demain. Le gras a connu le même destin. Butter mit halbem Herzen. Fette Wurst, Hände weg. Der knusprige Schweinebraten, Volksfeind Nummer 1. Le gras, qu'il soit d'origine végétale ou animale, est finalement revenu en grâce. Quant aux glucides, selon certaines études, ils font grossir et favorisent le diabète, quand pour d'autres, s'en priver diminue l'espérance de vie. Il y a des études favorables au véganisme et d'autres défavorables, tout comme il y a des études qui affirment que la viande est mauvaise pour la santé. Il y a de quoi s'y perdre. Les matières grasses, utiles ou néfastes? Le soja, bon ou mauvais? Le poisson, à éviter ou pas? Comment savoir ce que nous pouvons encore manger? N'est-il pas étrange d'avoir besoin de conseils pour savoir ce que nous pouvons manger? Après tout, les animaux savent ce qui est bon pour eux. Avons-nous perdu cet instinct? Il est vrai que le concept d'alimentation saine est plutôt récent. Autrefois, les gens se nourrissaient de manière naturelle. Ils cultivaient eux-mêmes leurs aliments ou les achetaient au marché, puis les cuisinaient. Mais avec l'entrée dans l'ère industrielle, la population s'est mise à souffrir de maladies nouvelles, qu'on a appelées maladies de civilisation. Outre les souffrances qu'elles provoquent, ces maladies impliquent aussi des coûts de plus en plus élevés pour le système de santé. C'est pourquoi de plus en plus de pays imaginent des règles d'alimentation saine. Mais pourquoi sont-elles si différentes les unes des autres? Pourquoi recommande-t-on de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour en Allemagne et en France, 6 au Danemark et 7 en Australie? La Grèce, la Hongrie et le Portugal estiment de leur côté que 3 portions sont acceptables, tandis que certaines études conseillent carrément d'aller jusqu'à 10. Les recommandations en matière d'alimentation relèvent parfois de la boule de cristal. Et si en plus on y ajoute des chiffres, il y a de quoi devenir fou. Mais d'où viennent ces fameux chiffres? On reçoit des questionnaires sur lesquels les gens cochent ce qu'ils ont mangé et bu. Sauf qu'on ignore s'ils sont vraiment sincères. Ces études, relativement bon marché, permettent de générer rapidement un grand nombre de données. Il est en effet facile d'envoyer un questionnaire à des milliers de personnes. Mais que valent réellement les données récoltées? Ce qu'on sait, c'est que les gens ont tendance à évaluer à la hausse ce qu'ils considèrent comme sain. Hop, je vais transformer la bière en pomme. Et à la baisse, ce qui est vu comme moins équilibré. Mais en dehors de cela, comment ces données sont-elles interprétées? Autrefois, de nombreuses études montraient que les buveurs de vin rouge vivaient plus longtemps et qu'ils bénéficiaient d'une meilleure santé cardiaque. On en a donc déduit que le vin rouge en était la cause. En réalité, il aurait fallu tenir compte des facteurs de confusion, comme le fait que ces personnes avaient un niveau de connaissance et d'éducation, ainsi qu'un statut social plus élevé. Elles étaient plus fortunées, mieux soignées et moins stressées, autant de facteurs qui contribuent à une bonne santé cardiovasculaire. Cette étude d'observation ne fournit que des corrélations, donc des relations statistiques, mais pas de causalité, c'est-à-dire des relations de cause à effet. C'est pourtant exactement ce qu'on peut lire ici. L'avocat diminue le risque d'infarctus, le café réduit la taille des seins, le chocolat rend intelligent.
autant de liens de causalité que la méthodologie des études concernées ne peut établir. La presse à sensation s'en fait évidemment le relais, mais c'est quelque chose qu'on peut lire directement dans ces études. Les conclusions sont formulées de sorte qu'on y voit un lien. C'est ainsi qu'en 2015, l'OMS a classé la viande rouge et la charcuterie comme cancérigènes. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Encore un bouc émissaire pour faire le buzz. Oui, je m'en souviens très bien. Cette annonce de l'OMS a ensuite été élue plus mauvaise statistique du mois en Allemagne. Le Centre international de recherche sur le cancer a effectivement classé la viande transformée dans le groupe 1, comme la fumée de tabac et l'amiante. La viande rouge non transformée figure, elle, dans le groupe 2A, aux côtés du DDT, un pesticide, et du glyphosate. Selon le Centre international de recherche sur le cancer, les preuves scientifiques de l'effet cancérigène du tabac, du glyphosate et de la viande se valent. Mais peut-on vraiment affirmer cela? Les données émanées d'études par observation. Les sujets sont interrogés sur leur alimentation au cours de leur vie. On examine en outre leurs données médicales, notamment s'ils ont développé un cancer. Un lien a été établi entre ces deux facteurs. Mais la question décisive est la suivante. Quelle est la solidité de ce lien? On se penche ensuite sur le coefficient de corrélation. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le risque relatif. Par exemple, si le risque relatif s'élève à 1, il n'y a aucune différence entre le groupe de contrôle et la cohorte normale, celle qui a été étudiée. Si ce chiffre est supérieur à 1, il peut y avoir un risque mineur. Mais s'il est largement plus élevé, comme dans le cas du tabagisme et du cancer du poumon, avec un risque relatif de 20 et plus, la probabilité d'un lien de causalité est très élevée. Prenons le cas de la viande et du cancer de l'intestin. Le risque relatif de cancer de l'intestin chez les mangeurs de viande transformée est de 1,18 et de 1,17 pour les consommateurs de viande rouge. Le problème, c'est que tout risque relatif inférieur à 2 est considéré comme peu significatif d'un point de vue scientifique. Mais alors, que penser de la classification du Centre international de recherche sur le cancer? C'est un peu comme une peau de banane. S'il est vrai qu'une peau de banane qui se trouve par terre représente un danger, ça ne veut pas dire qu'elle entraîne un accident à chaque fois. Il en va de même pour la viande transformée ou la viande rouge. Il y a un danger, dans certaines circonstances elles peuvent provoquer des cancers, mais il n'y a pas de risque avéré que cela se produise systématiquement. Les données sont-elles parfois tout simplement mal interprétées? Ou la recherche a-t-elle un autre problème? Prenons les matières grasses et le cholestérol. Dans les années 1950, le professeur Ansel Keys de l'Université du Minnesota accuse les matières grasses de provoquer des maladies cardiaques mortelles aux États-Unis. Lors d'un congrès, il présente une corrélation apparemment parfaite. En ordonnée, le taux de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires, en abscisse, la teneur en matières grasses de l'alimentation. D'après lui, plus on mange gras, plus les décès liés à des maladies cardiaques sont nombreux. Mais lorsque son étude est reproduite dans d'autres pays, le lien entre matières grasses et décès provoqués par des maladies cardiovasculaires disparaît. Peut-être Ansel Keys avait-il un biais personnel anti-matières grasses avant de commencer l'enquête? La façon de formuler les questions peut être biaisée en fonction des sujets de prédilection de l'auteur de l'étude. Le choix de la méthode peut aussi être biaisé, parce qu'on opte évidemment toujours pour celle qu'on maîtrise le mieux. Tout cela peut aboutir à des résultats qui confirment des suppositions qu'on avait déjà. C'est évidemment très problématique. Quand on fait de la recherche, on ne doit préjuger de rien. Et c'est exactement ce qu'il n'a pas fait. Alors, dans un premier temps, haro sur les matières grasses et le cholestérol. Das tägliche Frühstücksei, weg damit. Mais la nourriture ne doit-elle pas nous plaire pour que nous la mangions?
Sans matière grasse, la saveur n'est pas la même. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le gras est le premier vecteur de goût. Remplacer les matières grasses, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Si on y regarde de près, on se rend compte que s'il y a moins de gras, on compense avec le sucre, histoire qu'il y ait quand même du goût. Et comme les humains, pour des raisons liées à l'évolution, adorent le goût sucré, un acteur en particulier a su tirer parti de ce rejet des matières grasses, l'industrie du sucre. Le problème, c'est qu'au fil du temps, de plus en plus d'études montrent que le sucre n'a rien à faire dans une alimentation saine. L'industrie sucrière décide donc de payer plusieurs chercheurs de la prestigieuse faculté de médecine d'Harvard pour qu'ils réalisent une vaste étude sur le sucre et les maladies cardiaques, avec des directives très claires. Ils avaient pour mission de discréditer les études qui établissaient un lien entre la consommation de sucre et les maladies cardiovasculaires et de mettre en avant celles qui soulignaient plutôt le lien entre les matières grasses et le cholestérol, afin que cela soit ensuite répercuté dans les recommandations alimentaires. Je trouve cela très inquiétant. Des multinationales comme Coca-Cola ou Pepsi ont également acheté des chercheurs pour nier le rapport entre la consommation de sucre contenue dans leurs boissons et la prise de poids. Voilà comment l'industrie alimentaire a pu pendant de longues années vendre le sucre comme une excellente source d'énergie. Laissons de côté la corruption et autres manipulations. Comment savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous face à tant de contradictions? Vouloir dire aux gens ce qu'ils doivent manger et en quelle quantité, ça frise l'utopie et l'outrance, puisqu'on ne sait même pas ce qui est bon ou mauvais. Il faut pourtant bien manger. Alors, peut-être faut-il choisir les aliments selon d'autres critères et ignorer les diverses recommandations. Qui a envie d'entendre qu'il faut manger 5 portions de légumes par jour et seulement 14 grammes de viande pour éviter les maladies mortelles? Sans compter que dans l'alimentation, il y a d'autres enjeux que la santé. La nourriture est un pan très intime de notre vie quotidienne. Elle fait quasiment partie de notre identité. Elle nous définit. Des études ont démontré que certaines personnalités politiques mangent par exemple des saucisses pour exprimer leur identité et leur appartenance à une région, mais aussi pour se montrer proche du peuple. Manger est donc un moyen de souligner cette identité. Ainsi que l'appartenance à un groupe. La nourriture est devenue un enjeu identitaire. Elle montre quelles sont nos valeurs et positions vis-à-vis de l'élevage, des conditions de travail dans le monde agricole, de l'utilisation de pesticides, de la consommation d'eau, des distances de transport, du suremballage, du bilan climatique, bref, une infinité de sujets polémiques. Ça peut générer un retour de flamme. C'est dû à un phénomène appelé réactance, qui intervient quand on a l'impression qu'une certaine liberté personnelle nous échappe. L'autonomie est très importante pour les êtres humains. Quand quelqu'un remet en question ou menace l'une des libertés qu'on considère comme acquises, par exemple la nourriture qu'on mange, on réagit de manière très forte. J'ai pris conscience de cela pour la première fois en tant que journaliste scientifique. J'ai remarqué que l'un des sujets les plus controversés sur lesquels j'écrivais était la nutrition, vu le nombre de messages de haine que ça me valait. Il semble que quel que soit le conseil que je donnais, je me faisais incendier par un groupe en particulier. Voilà comment on se retrouve face à un beau dilemme. D'un côté, plus de la moitié des gens jugent l'alimentation compliquée car il y a trop de paramètres à prendre en compte. De l'autre, un sondage révèle que la plupart des personnes interrogées ignorent si elles se nourrissent correctement. Des conseils avisés s'imposent. Si je reçois constamment des consignes, je vais finir par faire tout le contraire, juste pour les contredire.
Voilà pourquoi les recommandations et les règles en matière d'alimentation ne sont pas suivies. En psychologie, il existe un phénomène appelé d'évaluation réactive. On sanctionne les personnes bien intentionnées par peur qu'elles nous jugent négativement parce que nous ne nous comportons pas comme elles. Faut-il jeter aux orties les études, les régimes, les plans alimentaires et autres Nutri-Score? Bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à des règles ou à des conseils. Et nous fier à notre seul instinct en mangeant ce que nous croyons être bon pour nous? Au cours de son évolution, le cerveau humain a acquis de nombreuses capacités analytiques cognitives, sans que cela se fasse au détriment de l'intuition, puisque celle-ci est traitée dans d'autres régions du cerveau. Je vois plutôt ça comme quelque chose de complémentaire, qui peut parfois prendre le dessus sur l'intuition. On connaît tous cette situation. Lors d'une visite au supermarché, raison et intuition s'affrontent. Faire ses courses devient une épreuve. Alors, où trouver la solution? En 1995, deux nutritionnistes américaines, Elise Reich et Evelyn Tribole, développent le concept d'alimentation intuitive. Le principe de base, rien n'est interdit. On mange selon les signaux que nous envoie notre corps. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Il y a tout d'abord la faim réelle, biologique. Ensuite, il y a ce qui me fait envie, ce que j'apprécie et le moment où je me sens rassasié. Et le facteur le plus important, c'est la tolérance individuelle. En clair, tout ce que je ne supporte pas et dont le goût me déplaît n'est pas bon pour moi. L'alimentation intuitive est donc la meilleure façon de se nourrir que l'on puisse mettre en œuvre. Manger ce qui nous plaît? L'idée semble alléchante. Mais comment savoir ce que nous voulons? Sommes-nous équipés de capteurs fiables pour nous guider? En général, une sensation ne trompe pas. La faim. Le taux de glycémie baisse, la gréline, une hormone, est sécrétée et l'hypothalamus tire la sonnette d'alarme. Mais qui la ressent encore? À l'heure où la nourriture est disponible à tout moment et où l'on mange le plus souvent sans réelle faim. Certains paramètres interviennent, comme la politesse. Il se peut qu'on n'ait pas du tout faim, ni envie de ce qu'il y a sur la table, mais en tant qu'être social, on aura tendance à manger quand même, par politesse. Pour arrêter de manger, nous disposons de signaux de satiété. Dans la paroi de l'estomac se trouvent des récepteurs qui réagissent à l'absorption de nourriture. La paroi de l'estomac se dilate. D'autres récepteurs situés dans l'intestin et le foie signalent la quantité et la nature de la nourriture ingérée. En parallèle, différentes hormones comme la leptine sont libérées. Le taux de glycémie augmente et les micro-organismes de l'intestin envoient eux aussi des informations. Grâce à toutes ces données, notre cerveau finit par déduire que nous sommes rassasiés. Mais la sensation de satiété peut aussi être perturbée. En cas de surpoids, par exemple, cette communication ne fonctionne plus aussi bien. Il existe une résistance à la leptine. On sait qu'elle est provoquée notamment par des doses élevées de fructose. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle diminue la sensation de faim. Et il arrive que certaines personnes perdent cette sensation. Les signaux envoyés à notre cerveau peuvent être mal interprétés, ce qui donne lieu à un résultat erroné. Ça me fait penser aux travaux d'Alia Crum aux États-Unis. Il s'agit d'une expérience vraiment révolutionnaire qui peut changer notre façon d'appréhender la nourriture. Elle a invité des personnes dans son laboratoire à venir goûter des milkshakes à 2 moments différents. La première fois, on explique aux volontaires que la fameuse boisson est saine et pauvre en calories. Lors du second rendez-vous, en revanche, elle est décrite comme une délicieuse bombe calorique. Puis, pour voir comment l'organisme réagit aux différentes attentes, elle a mesuré les niveaux de gréline dans le corps. Ce taux atteint normalement son maximum juste avant le repas, car il stimule notre appétit, et diminue ensuite très fortement. Comme prévu, les niveaux de gréline ont considérablement baissé après la consommation de la bombe calorique. En revanche, le milkshake sain et pauvre en calories n'a eu quasiment aucun impact. Et pourtant, la boisson donnée aux participants était à chaque fois identique sur le plan nutritionnel. C'était exactement la même.
Le simple fait que les sujets s'attendent à une certaine satiété a suffi pour qu'elle intervienne. Et vice-versa. Alors vaut-il mieux ne pas se poser de questions et se concentrer sur notre intuition? Chez les mouches et les moustiques, on a par exemple découvert un récepteur dans le cerveau qui révèle l'état de l'approvisionnement en protéines dans le corps. Il faut dire que celles-ci sont essentielles à la survie. En cas de carence en protéines, les insectes passent ainsi d'une alimentation riche en sucre à un menu plus protéiné. Et nous, possédons-nous aussi de tels récepteurs ? Notre capacité à percevoir le sucré nous permet de favoriser des glucides qui garantissent une absorption d'énergie rapide. Nous identifions aussi le salé, car le sel a des fonctions très importantes dans le corps. Dans la nature, les substances toxiques ont souvent un goût amer. La perception de l'amertume a donc une fonction protectrice. Grâce à l'évolution, nous sommes équipés de récepteurs capables de différencier les aliments qui sont appropriés de ceux qui ne le sont pas. Mais nous permettent-ils de résister aux tentations de notre époque? Ce système est-il adapté à nos conditions de vie actuelles? Les signaux sont-ils correctement traduits? Le stress chronique, par exemple, augmente l'envie de gras et de sucré. Sommes-nous encore en mesure de faire d'instinct le bon choix? Je dirais que la principale mission de l'être humain est de résister à toutes ces tentations. L'industrie exploite bien sûr les connaissances au sujet de nos capacités sensorielles et de nos préférences pour mettre au point des produits qui vont provoquer chez nous certaines envies et qu'on voudra consommer à tout prix. Prenons l'exemple du sucre. Ce n'est pas un hasard s'il est présent dans 80% des aliments industriels. Il ne se contente pas de produire un signal fort dans notre système de récompense. Il supprime aussi les mécanismes de satiété en inhibant les hormones qui en sont responsables. Mais le sucre n'est qu'un moyen parmi bien d'autres de nous empêcher de percevoir la satiété. Si notre alimentation contient trop peu de protéines, nous mangeons plus que de raison, car les protéines ont un effet rassasiant. Une certaine proportion matière grasse glucides bloque également la satiété. Des études ont établi que les rats sont pris d'une véritable frénésie alimentaire lorsqu'on leur propose des chips. Leurs 45% de glucides pour 35% de matière grasse rendent tout contrôle impossible. La liste des atouts séduction de l'industrie agroalimentaire est longue. Les arômes charment le nez, les colorants les yeux et le croustillant les oreilles. Tout cela cible notre perception sensorielle. C'est par exemple le cas d'un spiritueux pailleté récemment commercialisé et qui pourrait être mauvais pour la santé justement en raison des paillettes. Il éveille notre attention, ainsi que notre curiosité et notre convoitise. C'est pareil avec le bubble tea par exemple. Ce sont des expériences sensorielles que nous n'éprouvons pas avec d'autres aliments. En outre, les campagnes publicitaires exacerbent l'attrait pour certains produits. Il y a différentes méthodes pour ce faire. On peut souligner le fait qu'un aliment est exquis et que les gens le veulent absolument pour se faire plaisir. On peut aussi mettre l'accent sur sa valeur nutritive, de sorte que les consommateurs le choisissent parce qu'ils le croient bon pour eux. En tout cas, cela nous amène à modifier notre vision de la nourriture, et souvent d'une manière qui n'est pas idéale pour nous. Dans ce cas, peut-on risquer de manger intuitivement trop de pizzas surgelées, de glaces, de frites, de gâteaux et de chips parce que nos sens sont troublés ou corrompus? L'observation scientifique des mangeurs intuitifs donne une vision mitigée. Ils consomment effectivement plus de fruits et de légumes qu'avant, mais également plus de sucre. Le concept de l'alimentation intuitive serait-il bon sur le papier, mais inadapté à notre époque? Mon conseil, c'est tester et regarder ce qu'il se passe. Je vous assure que vous n'allez pas manger que des frites, des hamburgers et des pizzas, mais qu'à un moment donné, vous aurez envie de consommer des aliments frais, des fruits, de la salade et autres, parce que vous ressentirez le besoin de changement. Il existe aussi un phénomène appelé saturation sensorielle spécifique. Il fait en sorte que si on mange toujours la même chose, on en a très vite assez. Donnons donc une chance à notre intuition. Seulement, comment y accéder parmi toutes ces interférences ? Idéalement, la faim devrait être la première sensation qui nous pousse à manger.
Cela implique de ressentir la faim et, si possible, de la laisser grandir au point de se dire « Oula, je suis en train de devenir un peu irritable, je n'arrive plus à me concentrer sur autre chose ». On peut alors se demander ce qui nous fait réellement envie. Si on assouvit sa faim avec son plat préféré, on doit percevoir dès la mastication une sensation qui vient du plus profond de l'estomac, qui pousse à fermer les yeux et à se dire « c'est merveilleux ». Voilà ce qui se passe quand on pratique l'alimentation intuitive. On peut donc commencer par manger tout ce qui nous plaît. Mais il y a aussi quelques commandements, scientifiquement fondés bien sûr, qui peuvent mettre notre intuition sur la bonne voie. Car se régaler ne fait pas tout. Règle numéro 1, protège ton foie. Le foie est un organe central du métabolisme et il joue un rôle essentiel dans la digestion. Le foie est un véritable magicien, capable notamment de convertir les graisses et les protéines en énergie. Mais il peut aussi transformer les glucides en graisse. Il peut stocker des nutriments et les redistribuer en cas de nécessité, chose qu'aucun autre organe ne sait faire. Sans lui, nous ne pourrions pas vivre. Ce sont surtout le sucre et l'alcool qui nuisent au foie. Ils sont en effet responsables de l'accumulation de graisses néfastes dans le tissu hépatique. Mieux vaut donc en consommer rarement et en faible quantité. Règle numéro 2, prends soin de ton microbiote. Notre gros intestin abrite des milliards de microbes qui exercent une grande influence sur notre système immunitaire et nos performances cérébrales. Eux aussi ont besoin de nourriture. C'est là qu'interviennent des éléments qui ne sont pas décomposés par notre système digestif, les fibres. On les trouve notamment dans les fruits et les légumes, lesquels devraient faire partie de notre alimentation quotidienne. Et si on n'en aime pas le goût, peut-être suffit-il de changer l'étiquette. On sait par exemple que si on donne aux gens les mêmes aliments, mais étiquetés différemment, cela peut changer la façon dont le cerveau traite les goûts et les saveurs. Même des variations mineures dans la formulation ou le nom d'un produit peuvent modifier notre façon de l'aborder. Règle numéro 3, nourris ton cerveau. Et attention, certains aliments sont nocifs pour notre matière grise, car ils déclenchent des processus inflammatoires. Il s'agit notamment du sucre et des acides gras oméga 6, que l'on trouve surtout dans l'huile de tournesol ou la viande de porc. Les plats préparés ou de restauration rapide contiennent également de nombreuses substances, toutes sauf naturelles pour notre corps, sans compter les substances toxiques. Quand on voit de la moisissure, on ne touche pas. Les moisissures peuvent produire des substances appelées mycotoxines qui sont extrêmement toxiques. Règle numéro 4, mange des aliments variés. Vu qu'il existe peu de données fiables sur ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, une stratégie très simple s'impose. Manger un peu de tout. D'un côté, on prend tous les avantages, même ceux qui n'ont pas encore été étudiés, et de l'autre, on répartit au maximum les risques. La plupart des conseils nutritionnels pointent toujours dans la même direction. La variété, c'est le sel de la vie. Et pour finir, le plaisir plutôt que le stress. Ce fameux stress qui survient parce qu'on croit mal faire. Pour être en bonne santé physique et mentale, on mange avec plaisir, et non selon des règles établies. Pour moi, réduire le stress alimentaire signifie avant tout se détacher de toutes ces règles et manger comme on l'a toujours fait, d'une façon qui nous correspond. Une chose est sûre, la science peut nous mettre sur la voie, mais il n'existe pas de mode d'emploi adapté à toutes et tous. Écouter son intuition, ça aide. Et garder en tête que bien manger, ce n'est pas seulement absorber les bons nutriments. En réalité, c'est avant tout un plaisir, avec ou sans eux.